tu nous parleras de ce commandant Santoni, comment ça t'est venu, pourquoi ce Santoni, qui c'est ce Santoni, comment tu l'as bon, comment il est né. Il faut revenir au tome 1 que je vais sûrement rééditer dans quelques jours. Je voulais écrire depuis longtemps, et puis chaque fois je me disais, tu écris, mais avec une bible de personnages, c'est-à-dire que si j'écris, c'est pour en écrire plusieurs. Et puis j'avais 2 ou 3 idées en tête de séries, mais qui ne sortaient pas. Et puis un jour, je regarde à la télévision un reportage sur Billy the Kid, le fameux gangster américain, et quelques jours après, par le plus grand des hasards, en zappant pendant les pubs, je tombe sur une 2e émission sur Billy the Kid, où là, on te dit que le shérif Pat Garrett, qu'il a soi-disant tué, ne l'a jamais tué, mais tout simplement effacé pour encaisser 2 fois la prime. Une fois, il a arrêté pour le pendre, il s'est évadé, la fois d'après, il le tue. Il a gommé. Il a gommé avec la palette graphique. Avec Photoshop, il a gommé. Et donc, on s'aperçoit que tout le livre que l'on trouve en vente sur Amazon, en version française, il existe, la véritable histoire de Billy the Kid, écrite, fait les mémoires du shérif Pat Garrett. Maintenant, on sait que c'est un tissu de mensonges, tout simplement parce que Billy the Kid était son meilleur copain d'enfance. Donc, il le fait arrêter. Il arrête une fois, il encaisse la prime, et pendant qu'il va acheter les planches chez le menuisier pour faire la potence et le pendre, comme par hasard, il s'évade. Et quand il s'évade, il tue 2 policiers. Un accidentellement et un volontairement. Et partant de là, quelques temps après, c'est devenu un peu un personnage comme Mesrine dans les années 70 pour nous, c'est-à-dire qu'il y avait des bandes dessinées, les aventures de Billy the Kid, chaque fois qu'il se passait quelque chose, on disait Billy the Kid, jusqu'au moment où le président des États-Unis a dit cette fois, dans un mois, Billy the Kid, il est mort. Alors Pat Garrett, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une ferme abandonnée où soi-disant il y a Billy the Kid, il tue un petit paysan mexicain. Oui, et comme ça, 2 chevrotines en pleine figure, défiguré, et il dit voilà, c'est Billy the Kid, il re-encaisse la prime, et Billy the Kid, il est mort à 50 ou 55 ans au Mexique, d'une crise cardiaque comme monsieur tout le monde, il est mort de vieillesse, on va dire, après s'être enfui avec sa femme et ses enfants au Mexique. Voilà. Donc, et je me suis dit, ça c'est une histoire, une vraie histoire, c'est-à-dire la première version et la 2e version, autrement dit, avec le policier et le copain d'enfance et le gangster qui sont copains d'enfance. Vous allez dire qu'à Marseille, on avait Gwen Van Locke qui était copain d'école primaire avec Gaëtan Zampa. Ils étaient dans la même classe durant toute l'école primaire. Donc, on a des exemples particuliers chez nous aussi. C'est fréquent, hein? C'est fréquent. Donc, et donc là, je me suis dit, tu vas prendre ce livre, cette histoire vraie, et tu vas la transposer où? Dans le Marseille actuel. Et donc, il me fallait, et je voulais quelque chose que je connais bien, c'est des Corses qui vivent à Marseille, ou arrivés à Marseille. C'est-à-dire, par obligation professionnelle des parents ou autres, et qui ont des fois le cul entre 2 chaises, ou qui ne savent pas s'ils sont marseillais, s'ils sont corses, les 2 à la fois, mais ils ne parlent pas corse, ou ils parlent mal le corse, mais ils ont plein d'expressions marseillaises quand ils parlent, enfin ils sont à cheval. Et là je me suis dit, pour ne pas faire de jaloux, comme j'ai fait de la généalogie sur la famille de madame Pisapia, qui s'appelle Dominici, et que ma mère s'appelle Manigacci, donc j'en ai une, ma mère qui est en Balagne, et mon épouse qui est dans le Fiumorbo, c'est-à-dire la région qui est au nord de Porto Vecchio, de Solenzara, Ghisonaccia, sur la plaine orientale. Donc, et là, donc le choix se fait vite, je dis, du côté de la Balagne, de Calvi, je prends un Manigacci. Là, nous sommes avec des Pisans, enfin, pas des Pisans, des Génois plutôt. Et je me suis dit, de l'autre, tu vas le prendre en descendant des Pisans. Les Pisans, ce sont les gens les soldats qui ont été envoyés en Corse par Charlemagne pour construire la citadelle de Bonifacio et chasser les Arabes de Corse. Comme il ne faut pas oublier que Charlemagne descend d'Allemagne pour libérer le pape assiégé dans Rome par les Arabes. Donc il faut les chasser de Corse, et il envoie les soldats pisans.
les deux plus grandes familles pisanes, c'est les Santoni et les Bartoli. Hein. Donc, comme à la télé, au même moment, quand j'ai commencé à écrire, il y avait une petite série télévisée, il y a dû avoir 10 ou 15 épisodes tournés, même maximum, qui s'appelle La justice selon Bartoli, qui est un juge d'instruction qui ne se lave jamais et qui pue des pieds, qui est au tribunal d'Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent la série. Donc, non, La justice selon Bartoli. Je dis, bon, parce que Bartoli c'est pris, il me reste Santoni. Voilà. Comme les Santoni sont dans le Fiumorbe, parce que si vous voulez, quand les bateaux à vapeur sont arrivés, ont été inventés, le blé du continent est arrivé en Corse avec les bateaux à vapeur pour beaucoup, beaucoup moins cher que le blé corse sur place. Et ça a été la fin de tout un tas de villages, tout un tas de familles qui, d'agriculteurs, sont redevenus bergers en montagne. Et c'est comme ça que les Santoni qui étaient à Panel, Cassiamanach, les villages qui sont, si vous voulez, les arrières de la forteresse de Bonifacio, sont passés du côté de Madame, dans le Fiumorbe, où ils ont fait transhumance avec les troupeaux, et sont arrivés dans le village de mon épouse. Donc, et d'ailleurs, on trouve beaucoup de Santoni qui sont exploitants agricoles, propriétaires de leur terrain, et non pas simples ouvriers agricoles. Donc voilà mon commandant Santoni qui est né avec son meilleur copain, et un copain et un ami, c'est terrible, ça te fout toujours dans des emmerdes pas possibles, hein, c'est bien connu. Donc voilà l'ami, le copain d'école, Manikassi. Partant de là, c'était vite fait. J'ai mis une cousine qui a fini depuis sa thèse de doctorat en océanographie, en écologie marine à la fac de Corté. J'ai mis un tonton, ancien colonel de la Légion et qui a repris des études en économie par plaisir, puisque tu es à la retraite à 50, 55 ans, hein, donc dans l'armée, donc tu as de quoi t'occuper. Et puis ce tonton, pour moi il est important, l'oncle Jean, hein, ce tonton, parce qu'il ne faut pas oublier que le commandant Santoni est né en 1986, donc il est plus jeune que ma fille qui est là, ou plus jeune que la plupart de nos enfants. Et ça m'est souvent arrivé en tant que prof au lycée, tu sais, des fois tu parles d'un truc, et tu regardes les élèves, tu leur dis, mais vous ne connaissez pas ce truc, vous n'avez jamais entendu parler. Et là, tu as toujours un qui a plus de courage que les autres qui me fait, monsieur, c'est en quelle année? Pas 1978. Monsieur, dans la classe, on est né en 83. Autrement dit, d'un coup, tu t'aperçois que même si le commandant Santoni, qui a fait la fac de droit, il a un master de droit, et avec le master de droit, et bien sûr, il a réussi le concours de l'école de police, tu te retrouves. Qu'est-ce que je disais avec ce commandant Santoni, ouais, qui finalement, il peut avoir 5 ans de fac et tout ce que tu veux. Quand il se retrouve dans une enquête où il y a de la politique avec des histoires qui remontent à 1970 ou 75, ouais, eh bien, il fait comme nos enfants et comme tous les jeunes, il fait, c'est quoi cette histoire, il faut qu'on me raconte. Et j'ai donc mon lien avec le passé plus ou moins ancien, l'oncle Jean. L'oncle Jean, c'est celui qui rappelle même avant, et je sais que j'ai des lecteurs qui m'ont dit, pétard, ça on l'avait oublié, c'est vrai que les gens on était jeunes, on avait 18, 20 ans, 21 ans quand c'est arrivé, on a oublié. Et donc l'oncle Jean, lui, n'a pas oublié, et puis il raconte aux jeunes tout un tas de choses. Hein? Voilà les personnages, l'oncle Jean, le colonel Roger Martin, c'est le chef, ça vaut le coup d'en parler aussi, puisque c'est un officier, hein, Kefelec, c'est qui? C'est un polytechnicien. Attends, ouais, Kefelec après. On est dans le colonel Roger Martin, qui lui est un polytechnicien, qui a choisi l'armée. Après Polytechnique, il rentre sur un grade de capitaine ou de commandant direct dans l'armée. Hein. Moi, quand j'ai fait l'armée, j'avais un colonel, un chef de régiment qui avait 27 ans. 27 ans colonel. Ingénieur polytechnicien, qui a fait des études, qui parlait 3 langues couramment. Le gars, à 27 ans, il est colonel et chef de régiment, hein, 450 hommes sous ses ordres. Hein. Donc ce colonel est un colonel de la DRM. Hein. La DRM, c'est la direction du renseignement militaire, puisque les livres, j'ai quand même eu des félicitations d'un ancien du renseignement en France, enfin, et qui m'a dit, tu es précis et exact, merci. Ça fait plaisir quand on entend ça. Donc la DRM, c'est, si vous voulez, c'est
c'est eux qui ont envoyé des gens au Nigeria, par exemple, pour dire est-ce qu'on peut faire la guerre contre Boko Haram. Ils restent 3 semaines sur place, il y a tant de régiments, ils sont comme ci, comme ça. Il faudrait tant de moyens pour faire cette guerre. Non, on ne fait pas la guerre à Boko Haram, on laisse tant pis pour les 500 filles en otage. C'est la DRM qui a un colonel, la plupart du temps, dans chaque ambassade de tous les pays du monde, ce qu'on appelle l'attaché militaire d'ambassade. L'attaché militaire d'ambassade, c'est lui qui, toutes les semaines, fait un rapport sur tout ce qui se passe au point de vue militaire dans ce pays et le renvoie à la DRM qui a fait un rapport qui, toutes les semaines, est remis sur la table du président de la République. Il faut bien le voir. Ouais. D'accord? Donc, la DRM, c'est quelque chose de très précis, direction du renseignement militaire. Ils font du renseignement de combat sur le terrain, sur le champ de bataille, avec des régiments comme le 44e régiment de transmission, le 42e de Rennes. Ils ont participé à l'opération Serval, ils sont au Mali actuellement, ils sont sur tous les terrains. Hein. Ils partent des 3 mois, 6 mois, comme tout le monde, et ils font du renseignement. Alors là, je suis sorti, et on sait que ça existe, hein, ce qu'on appelle des officines privées, puisqu'actuellement, la DGSI, hein, là on est chez les flics avec la DGSI, hein, on n'est plus chez les militaires, la DGSI a au moins 3 entreprises privées, considérées plus ou moins comme des entreprises de détectives privés, qui travaillent en sous-traitance pour la police française. Il y en a au minimum 3 de connus, sûrs, d'accord, qui facturent à l'enquête réalisée, ce qui nous permet de faire des enquêtes en disant ah, c'est des détectives, c'est pas la police, hein. D'accord. Bon, ce qu'on appelle des officines. Donc je lui ai inventé une officine militaire, c'est la Sotransco, une entreprise de transport et de conseil en transport, en organisation de transport, ce qui permet de travailler à l'étranger, en Corse ou n'importe où, avec des gens qui vont avoir un bulletin de salaire du privé, par l'entreprise privée, parce que le gars, il est là avec sa femme et ses enfants, et quand vous allez vous faire soigner, ou comme le dit l'autre, chez le pharmacien, tu sors la carte de la Sécu, ou tu ne vas pas sortir la carte de Sécu avec la mutuelle de l'armée. Si ton mari, il est directeur commercial de la boîte du coin. Donc là, il y a cette entreprise privée qui est la Sotransco, qu'on retrouve pareil. Hein. Voilà. Alors ensuite, tu disais Kefelec. Oui. Kefelec, si vous voulez vraiment tout savoir, il faut lire le syndrome du Limousin. Sinon, je ne vous dis pas. Puisque son dossier est classé secret défense. Non, officiellement, Kefelec est lieutenant. Oui, Lieutenant de la DGSE, oui. Donc c'est-à-dire du service action. Hein. Enfin, attention, DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs. Oui. La DGSE est à elle seule à 2 casquettes. C'est-à-dire que la DGSE en France a la casquette faire du renseignement, de l'espionnage, collecter des informations, et aussi la casquette faire des coups tordus, et éventuellement des assassinats sur commande. Rainbow Warrior. Rainbow Warrior entre autres, mais ça on n'y rentrera pas dedans. Hein. On a chacun notre petite idée, il y a au moins 4 façons de lire l'affaire du Rainbow Warrior. Hein. Donc, mais enfin, oui, des opérations, ce qu'on appelle HOMO. Le service HOMO. HOMO, l'autre, comme il dit l'autre, il dit oh putain, un PD, mais non, c'est pas un PD, il est chargé ceinture à gage, il fait des opérations homicides. Hein. D'accord. Donc, la section HOMO. Voilà, il y en a, hein. Alors je vous signale que nous avons actuellement en France 2400 vacataires, c'est-à-dire intérimaires qu'on peut appeler sur un simple coup de fil pour faire une mission pour la DGSE. Ça va du manutentionnaire à l'infirmier, à l'infirmière, au prof de fac ou à l'avocat qui part en mission à l'étranger ou au directeur commercial qui part à l'étranger. Nous avons rien qu'en vacataire, la DGSE a un volant de 2500, 2400, 2500 remplaçants. Je parle actif, sans parler ceux qui sont payés au black, comme on a vu il y a quelques jours à la télé, hein, notamment un certain Malien qui a travaillé 6 mois pour la DGSE à Paris à traduire. Vous savez, parce que quand on écoute, le renseignement, c'est 200 000 personnes en France, hein, actuellement, 200 000. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons à peu près 2 ou 3 membres de la DGSI, c'est-à-dire des flics, dans les commissariats.
Ils sont 2 ou 3 par commissariat à être ceux qui sont les anciens renseignements généraux, qui ont changé de nom. D'accord ? Vous avez la gendarmerie qui a elle seule, a je crois le meilleur service de renseignement, de contre-espionnage, d'écoute, de conseil aux entreprises privées pour lutter contre le piratage informatique. Plus l'armée, on est à plus de 200 000 personnes qui sont dans le renseignement. C'est pour ça. Ils sont tous payés au noir? Non, non. Ce qu'on paye au noir, c'est notamment les traducteurs. Parce que d'un coup, il vous arrive un truc dans une langue que, malgré tous les linguistes qu'on a dans l'armée française, je vous jure qu'on a des sacrés linguistes. Les mecs, ils écoutent du polonais, ils le frappent à l'ordinateur comme ça, ou en crypto, ou en je ne sais pas quoi, à la vitesse où ils entendent, ils traduisent, ils frappent. Le message qu'on écoute, il est traduit, il est transmis directement à Paris. Enfin, il faut... Et je vous parle d'il y a 40 ans, pendant la guerre froide, pendant mon service militaire en Allemagne. Donc, nous avons des linguistes qui ont tous le niveau licence ou au-dessus dans l'armée française, puisque nous avons les opérateurs radio qui écoutent, les linguistes qui traduisent, et ensuite les analystes qui font les fichiers, les recoupements, pour savoir qui fait quoi, qui s'appelle comme ça, est-ce que c'est son vrai nom ou non. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que pour suivre sérieusement un terroriste islamiste en France actuellement, il faut 20 personnes. D'accord? Parce qu'à un temps, ils vont dormir, les mecs. Donc, celui qui écoute et qui traduit en automatique. Donc, Kefelec est un agent DGSE. On n'a qu'un seul problème. Oui, alors, pour qui il roule. Ouais. Eh bien, tu le sais pas. Ah, Alors, lequel tu as lu? Tu as lu pas des stocks à l'estac. Ouais. À la fin, il est effacé momentanément. Voilà. Il est effacé momentanément parce qu'il faut l'effacer. Si vous voulez savoir, il faut lire le tome 4. Ce qui revient au début et à la fin. Donc, Et oui, moi je vous ferai remarquer quand même que nous sommes dans un pays de cons, la France. Parce qu'aux États-Unis, malgré tout, à la fin de la guerre de sécession, qu'on le veuille ou non, on a assassiné ce brave barbu, Abraham Lincoln, et quasiment les sudistes ont repris une part du pouvoir à Washington immédiatement au milieu des vainqueurs, pour ne pas dire à la place des vainqueurs. Donc, aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, quand on voit des films sur la CIA, ils sont les plus forts, les Américains, pour nous faire des films, il y a toujours un fou furieux de la CIA qui est d'extrême droite, qui veut faire un attentat, tuer le président, et à la fin, il y a le mec bien de la CIA avec le mec bien du FBI qui s'entendent bien, qui tue le méchant de la CIA qui lui était contre. Bon, et finalement, on se dit, aux États-Unis, tout se passe bien, le bien gagne toujours sur le mal. Vous prenez tous les films avec Bruce Willis, n'importe quoi, c'est le même scénario, c'est la même histoire, ça commence pareil, ça finit pareil, il n'y a que les scènes de cascade et les fusillades qui changent. D'accord? Ils ont toujours le même truc. Bon. Et finalement, on est à peu près dans le vrai. On a assassiné Kennedy, le seul président catholique des États-Unis. D'accord? Bon. Le vice-président a pris le pouvoir et je pense que tout le monde derrière était d'accord pour... Vous regardez les petits immigrés, les petits latinos, ça fait 3-4 ans qu'ils sont aux États-Unis, il y a la fête de l'école, ils défilent avec les drapeaux américains et avec la fanfare et les majorettes de drapeaux américains. Il y a peut-être une cohésion nationale. Nous, je suis désolé, vous avez tous lu les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, c'est quoi? On a un roi qui est pédé comme un phaque, qui a mis 4 ans pour avoir une relation sexuelle véritable avec un Anneau d'Autriche. Et nous avons un Anneau d'Autriche qui a un amant anglais, le duc de Buckingham, que nous savons maintenant de façon sûre et certaine, c'est la vérité, c'était un agent de renseignement anglais. Et nous avons ces couillons de mousquetaires qui défendent la reine. Ça, c'est du roman. Parce qu'il ne faut pas oublier que D'Artagnan, c'est quand même l'homme qui a arrêté Nicolas Fouquet, on nous en a reparlé l'autre jour à la télé, sur ordre de Louis XIV, pour que Louis XIV soit vraiment le roi de France et qu'on arrête de lui taper dans les caisses. Donc vous voyez que même à l'époque, on avait les hommes du cardinal, avec le cardinal Richelieu qui lui est là, peut-être même pas pour le roi parce qu'il s'en fout, mais pour la France. C'est quand même d'accord, Richelieu, Mazarin sont des hommes d'État qui sont là pour priorité à la France, plus que priorité au roi. Autrement dit, nous avons déjà à l'époque des services de renseignement détachés en deux. Après,
Il nous arrive vite à la Révolution française. Avant la Révolution française, on laisse tomber. Nous avons Louis XVI qui veut plus ou moins financer la marine américaine. Toute l'US Navy a été financée par la fortune de Louis XVI et la fortune française, sur ordre de Marie-Antoinette et des Autrichiens. Parce qu'on a toujours les Autrichiens derrière. Donc, bon, ça m'a toujours fait rire, ça. Et donc, on s'aperçoit qu'on a encore des gens qui sont divisés, que la France est divisée. Révolution française, n'en parlons pas, entre les monarchistes et les républicains. Après, il vient Napoléon, là, alors c'est la merde. Et il m'a même fait obliger de sortir Vidocq de prison. On est allé chercher les gens dans les prisons pour faire des agents secrets. Le plus célèbre, c'est Vidocq. Et on est là avec les monarchistes, les républicains, des bonapartistes, qui eux-mêmes roulent pour des familles, voire des loges maçonniques. Il faut bien le savoir, quand même. Joseph, le frère de Napoléon, était grand maître du Grand Orient de France en 1800. Murat en faisait partie, d'accord. Et toutes les semaines de nos jours, tous les mercredis, on fait le conseil des ministres dans le salon Murat. N'oubliez pas. Bon. Alors, il faut quand même voir les choses en face. Quand Sarkozy a dit, dès qu'il a été élu, je vais transférer l'Élysée, la présidence de la République à l'école de guerre, à l'école militaire, parce que c'est plus grand. Il y a tout un tas de gens qui ont dit, attends, tu ne bouges pas de là, tu ne bouges pas du salon Murat. 1815, ça fait juste 2 siècles cette année, que Murat a été fusillé, qu'on a fait Waterloo. Et après, ça va vite. Après, on a encore les révolutions françaises et tout. On est toujours en période. Après, on a eu les Dreyfusards contre les anti-Dreyfusards, y compris dans l'armée et dans la police. La guerre de 14 a été, je pense, une petite période de transition où il y a eu de l'unité nationale. Après, il y a déjà les flics et les barbouzes qui sont pour ou contre le Front populaire. Certains qui disent mieux vaut Hitler que le Front populaire, on va les retrouver comme consultants ou conseillers de la milice sous occupation. Il y a des flics qui étaient, notamment la rue Lauriston à Paris, pour ceux qui connaissent cette triste adresse. Et puis après, d'un coup, après la guerre, c'est l'épuration. Il y a encore des gens qui sont un peu nostalgiques de l'occupation. Il faut chasser les communistes qui sont dans le gouvernement de De Gaulle parce qu'on a été bien obligé de les prendre, alors qu'il y a la décolonisation. D'accord ? Et on arrive enfin et quand on commence à peine à avoir le SDES qui file bien droit, qu'on commence à avoir un service de renseignement qui tourne bien, paf, c'est mai 81. Mitterrand qui s'en méfie comme pas deux, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous crée la DGSE, il renvoie le SDES. Et là, on rentre encore dans une période très trouble où on va avoir Daniel Mitterrand avec son Jules, comment c'est qu'il s'appelait là ? Régis Debray. Régis Debray, merci de m'aider, toi. Qui tourne avec certains pays d'Amérique du Sud, certains pays révolutionnaires, à qui on a livré des armes gratuitement. Après, on dit le GIAT est en faillite. Et puis, on a ceux qui sont contre ça et qui essayent de casser le mouvement. Bon. Donc on s'aperçoit qu'en France, que vous voulez ou non, on n'a jamais eu pendant 3 siècles des services de renseignement unis et marchant tous ensemble. Quand on parle de guerre des polices, puisque moi c'est mon fils qui me dit ça, mon fils il me dit c'est trop compliqué. Quand je lis, j'aime bien, je ne sais jamais qui roule avec qui au milieu de cette guerre de services. Mais putain, je suis au-dessous de la vérité. Je suis sûr que je simplifie dans mes romans, heureusement. Je suis au-dessous. Quand vous voyez que Sarkozy, puisque je le reprends dans les livres, quand vous voyez que Sarkozy nous flingue les renseignements généraux, qui tournaient bien dans les commissariats, bon, même si les flics ils sont syndiqués et pas au bon syndicat, le mec il fait quand même son boulot, il nous flingue la DST, ça devient la DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur. Dès que François Hollande il est élu, il nous transforme la DCRI en DGSI. Chaque fois, on change les chefs. On remet des copains ou des copines. Il y a eu des regroupements, là, non ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est des regroupements. Attends, le dernier regroupement, il date de 2 mois après Charlie Hebdo. Mais en fait, c'est pas un regroupement. C'est un chef unique qui dit maintenant, je veux avoir les rapports de tout le monde sur la table, il y en a marre. D'accord ? Et
Et là, qu'est-ce qui se fait? Les gendarmes pensaient, puisque les gendarmes, quand même, sont présents dans toutes les petites villes, dans tout un tas de villages, les gendarmes étaient sûrs et certains qu'ils rentreraient dans la DGSI, puisque les gendarmes font des enquêtes de police aussi. Hein, vous avez d'accord, quand il y a un crime ou autre, ils ont leur propre service, y compris d'autopsie, de médecine scientifique et tout. Donc, les gendarmes étaient persuadés qu'ils rentreraient dans la DGSI. Et Manuel Valls, en personne, s'y opposait. Ah, ça a gueulé, hein. Ça a gueulé. En gros, c'est quoi, on pue du cul, on pue le mazout ou quoi? Mais qu'est-ce qu'on nous reproche, hein? Autrement dit, on est revenu à ce que j'appelle un truc bicéphale, les militaires d'un côté, les flics de l'autre. Parce que quand tu vois dans certains colonels qui disent ces connes de flics, on ne va pas leur filer l'information, ou alors l'autre il dit putain, j'ai un bon gendarme, un vrai français qui me file l'information. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est qu'on travaille plus entre copains de la même loge maçonnique, du même club de foot, de même je sais pas quoi. Oh putain, j'ai besoin d'un tuyau, tu me le files, que par l'organisation véritable du service. On travaille plus de copain à copain entre services quand on veut bien. Hein, parce qu'on a fait la guerre ensemble, on a sauté sur Colvézi, ou on a fait Polytechnique, ou on a fait l'école centrale, enfin, je veux dire, on est beaucoup plus là-dedans. Et c'est terrible. D'ailleurs, tu vois à la télé, chaque fois, tu entends dire il a fait un attentat. Ah, mais la DGSE avait une fiche sur lui. Ouais. Ah, mais quand il rentrait en France, la fiche aurait dû être transmise à la DCRI, mais la DCRI n'avait pas la fiche. Ah, attends, mais tu prends pour les cons, quoi. Voilà, ils se foutent du nous, ou c'est vrai, ou ils sont vraiment cons. Comme dirait l'arabe dans OSS 117. Il ne peut pas mettre derrière tout le monde. Hein, on peut pas les surveiller. Non, vous ne pouvez pas surveiller. C'est impossible. C'est impossible. Surtout si vous dites à quelqu'un, n'importe quel musulman doit avoir pour mission de tuer avec sa voiture, avec une batte de baseball, avec un manche de pioche, tuer quelqu'un, tuer un juif, tuer quelqu'un. Le premier fada qui fait une dépression nerveuse, qui n'a pas pris les bons cachets au bon moment, peut passer à l'acte, ce qu'on appelle en psychiatrie un passage à l'acte. Donc le isolé qui passe à l'acte parce qu'il a entendu ça à la télé ou sur Internet, on n'arrêtera jamais. On n'arrête jamais. On arrêtera tout simplement que ceux qui sont dans des structures suivies depuis longtemps, bon, ceux-là, à la limite, ils travaillent pour nous, hein, donc ils feront que ce qu'on leur demande de faire. Donc voilà où on en est avec des services très désorganisés ou qui se tirent dans les pattes, soit pour des raisons de personne, soit pour des raisons d'intérêt. Hein. Ça c'est sûr. Voilà le général. D'accord. Le général, il dit. On a parlé de tout le monde. Oui, on a oublié de parler de Mélodie Delay. Elle, bon, c'est un agent des GSE. C'est vite fait. Elle est enseigne de vaisseau de première classe, donc officier de marine. Officier de marine, stage au commando, chuteur opérationnel, une femme, pourquoi pas, il y en a. Je vous rappelle qu'il y en a. Il y a même une série télévisée sur M6 qui s'appelle Otage du désert, qui est tirée des mémoires d'une femme commando tireur d'élite espagnole. Hein, donc, oui, il y a des femmes tireurs d'élite, il y a des femmes chuteurs. Je vous signale qu'une des 4 moniteurs de parachutisme militaire à haute altitude, c'est-à-dire 5-6 000 mètres, masque à oxygène en pleine nuit avec le compas, la boussole, le GPS pour se diriger, on les largue à 6-8 000 mètres avec la bouteille d'oxygène. Un des 4 instructeurs de ce truc-là, c'est une femme. Hein, donc, à Pau, à l'école des troupes aéroportées. Donc, avoir une femme comme ça, oui, commando de tireur d'élite, force spéciale, en civil, bien sûr, voilà, ceux qui ont lu Padestock Calestac ont vu qu'elle est remontée plus haut, c'est-à-dire qu'elle a été récupérée par un général qui, officiellement, de par le titre que j'ai donné, est numéro 3 ou numéro 4, président de la République, Premier ministre, ministre des Armées, et lui, voire équivalent avec un autre, c'est-à-dire le général responsable de la sécurité de l'État, du chef de l'État et du maintien de l'État en tant que... D'accord ? C'est-à-dire que là, on ne bouge plus. Ça va de la protection de l'Élysée à la protection de Matignon, avec tous les gens. C'est-à-dire que lui-même, j'ai oublié un service, de vous parler d'un service, avant on appelait ça la SM, la sécurité militaire, qui a changé de nom et qui s'appelle la DSPD, Direction de la Sûreté
et de la protection de la défense, qui est le service d'espionnage qui espionne les militaires. Voilà. Alors, ça a toujours existé, pour savoir où sont les traîtres, pour savoir où sont les gens qui pourraient donner les clés pour venir faucher des armes à quelqu'un, à un copain ou autre. La DSPD. La DSPD fonctionne bien. Et d'écrire, si tu veux, le tome 1, c'est un roman qui est une tragédie grecque, une tragédie antique. Il arrive des malheurs à des gens, ils se retrouvent meurtriers alors qu'ils n'auraient jamais voulu l'être, hein, pour des problèmes d'éducation ou autre, un peu comme si les dieux anciens l'avaient téléguidé pour faire autre chose. Et si tu veux, le 2, je l'ai monté, Sac d'embrouille à Calzaril, j'ai voulu le monter un peu comme une aventure du Club des 5. Tu vois, c'est-à-dire que, ils sont de retour au village, ils sont de retour au pays, au bord de la plage, ils sont là, les deux couples avec le bébé, le copain, et ce Club des 5 se détend, hein, c'est le plus marrant de tous, je pense, des 4 écrits, c'est le plus marrant. Mais c'est vrai qu'il est un peu débridé, parce que c'est presque une suite de sketchs ou de gags ou de situations, de sketchs. Bon. Avec ce fameux cadavre sur le bateau, bon, je te signale que l'ancien patron de ton fils est celui qui m'a inspiré, puisque ça lui est arrivé un an avant. Avec Sac d'embrouille, ce que j'ai quand même voulu faire, puisqu'on reste sur celui-là quand même, c'est celui qui a été le plus lu, je pense, hein, des deux. Ouais. C'est-à-dire que Sac d'embrouille, c'était le premier, après le reste. qui est peut-être le plus difficile à lire des 4. Le premier. Non, enfin le premier pour vous. Hein. Le premier pour vous. Si vous voyez la gonzesse avec un maillot de bain sur la couverture. Voilà, c'est le plus difficile à lire. Parce qu'il y a. C'est le premier pas trop bien. Oui, mais c'est un Sac d'embrouille. C'est écrit sur la couverture. Le problème, c'est vraiment c'est dur à lire. Hein. Tu es obligé de reprendre à bord lui. Je reprends à l'arrière. Et c'est le problème des romans d'espionnage. Et encore, j'essaie de l'écrire simple. Alors, je vous signale que j'ai écrit 2 nouvelles. Parce une fois, on était en train de vendre chez un libraire. Et le libraire nous dit, de nos jours, les seuls livres qui marchent, c'est les livres de cul. Les lecteurs qui m'ont dit, il n'y a pas assez de sexe, il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez de cadavres, il n'y a pas assez de torture dedans. Oui, mais les cadavres, c'est, comme on dit, un roman policier. Oui, mais c'est des cadavres propres. Voilà. Alors que certains jeunes, il faut que le cadavre il soit vraiment étripé, que ça coule sur les côtés. Moi, ça me plaît. Il faut vraiment que ce soit gore. Non, moi non. Il faut vraiment que ce soit gore. Moi, comme je dis. Alors, j'ai écrit une nouvelle, Alors, oui. soi-disant, même pas érotique, puisque c'est l'histoire d'une femme qui lâche une glace, tu vois. Ouais, bon. Bon. Eh bien, tu Eh t'imagines. bien, les copines qui étaient avec moi, puisqu'on devait faire un recueil de nouvelles, une nouvelle c'est 15 pages, on a décidé. Donc j'écris cette histoire. Et puis l'autre qui occupe tel poste à Marseille, l'autre qui a un poste important à tel endroit, on disent oh non, on ne peut pas cautionner ça. Ah ben, donc elles se sont dégonflées, et puis elle me dit eh bien, il ne te reste plus qu'à en écrire une autre. Alors j'ai écrit une deuxième nouvelle, où là, c'est. Il n'y a que du cul. Ouais, mais personne ne s'en rend compte. Quoi? Personne ne s'en rend compte. Même ma femme qui l'a lu, ça n'est pas rendu compte. Il a fallu que j'y explique. Ah, alors? Ah bon? Tu vois, donc, C'est rien que la psychanalyse et la symbolique par l'objet. Oui. À ce point. en tout cas, franchement, pour ce que Alors tu vas dire, ah, c'est bien. Je sais, ça provoque à quelqu'un. Alors, et pour trouver l'inspiration, comment tu t'y prends? Parce que moi Alors, qui ai peur de la feuille blanche. Alors, tout à fait. C'est vrai. Ça, c'est le plus gros problème. C'est autre chose. C'est vrai. L'inspiration, je t'ai dit, je suis parti du premier. Le premier, je suis parti pas du plagiat, de la transcription d'une vérité dans le Marseille de 2012. Donc là, je suis parti avec un canevas, l'histoire au vrai. Sauf que l'histoire au vrai, ça fait un peu comme l'enquête corse, si tu regardes la bande dessinée par rapport au film. Ils ont été obligés de reconstruire un morceau, parce que sinon le film était trop court par rapport à la bande dessinée. Là c'est pareil, je me retrouve, bon je sais très bien que Pat Garrett, le vrai, il est mort assassiné en 1906, soi-disant par des joueurs de poker, parce qu'il aurait triché au poker. Bon, peut-être aussi que les parents du petit mec qui l'a tué, parce qu'il a dû en tuer d'autres, c'était un shérif assassin. Hein. Donc, peut-être quelqu'un qui a fait la peau pour d'autres choses que des histoires de poker. Donc, au début, je devais même
faire mourir Santoni. Mais d'un coup, comme j'ai voulu prolonger l'histoire, je suis rentré dans une histoire plus ou moins tirée d'actualité, de menaces de coup d'État militaire, non pas contre François Hollande, mais pour obliger François Hollande à changer de Premier ministre, ce qui s'est transformé en arrivée de Manuel Valls. Hein. C'est ce qui s'est passé, mais sans le coup d'État. On a évité les chars d'assaut dans la rue. Hein. Voilà. Donc, puisqu'il y a eu des remaniements après de tout un tas de choses qui sont passées, hein. Ça n'a pas été juste un changement de ministre et de politique. Et donc, j'ai prolongé le roman avec l'arrivée du colonel Martin, tout ça. Et ensuite, je le fais lire à mon épouse. Je le fais lire. Elle me dit, ouais, c'est bien, ça m'intéresse. Ouais. Mais c'est un roman, je veux dire, c'est pas vraiment un roman d'espionnage comme les autres. C'est un roman qu'on pourrait presque... Ouais, Cadiz, le premier, c'est mon préféré. Parce que c'est un roman général. Comme ces dames ne lisent jamais de vrais romans d'espionnage, genre les SAS, les San Antonio, les Jean Bruce, les Paul Kenny et compagnie, normal. Donc, ce roman est général. Et Angèle me dit tout de suite, j'attends une suite. J'ai déjà 2 lectrices. Donc une qui attend une suite. Là, Bianca le lit, et c'est elle qui me dit à table un jour, mais tout compte fait, le chef, le mec dominant, celui qui mène la barque, puisque le premier s'appelle La véritable histoire de Billy le Kid. Hein. Et elle me dit, mais le vrai chef, celui qui mène la barque, le personnage principal, c'est le commandant Santoni. Et voilà, elle attend une suite. Et la suite, comme je disais tout à l'heure, j'ai voulu faire un roman plus rigolo, plus déconnant, c'est le retour au pays, et toujours avec ce souci de dire, dans tous les livres, dans tous les 4 livres écrits, hein, puisqu'il y a les 2 autres, il n'y a pas d'Estoc à l'Estac et le syndrome du Limousin, aujourd'hui, nous payons les conséquences des tours de con du passé. Je suis désolé. Tu sais, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, putain, 50 ans, c'est un demi-siècle. Jésus-Christ, c'était il y a 2000 ans, ça fait 20 siècles. Et finalement, 20 siècles, ça fait que 40 fois mon âge. 40, c'est rien du tout. C'est toi dit, Jésus-Christ, c'était hier. Alors, 1815, quand à Marseille, il y a les gens qui ont échappé, qui ont survécu à Waterloo de la Légion Corse, quand il y a les Mamelouks turcs, hein, les régiments Mamelouks, dont un régiment a été détruit à 95% à Waterloo. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a à peu près 2500 hommes qui sont restés sur le terrain, rien que sur les Mamelouks. Ils s'enfuient à Marseille, parce qu'ils savent que Louis XVIII sera sans pitié. Ils essaient de s'embarquer pour la Corse, ils ne trouvent pas de bateau. Et les agents secrets de Louis XVIII descendent à Marseille et les assassinent, un par un au couteau. C'est ce qu'on appelle les crimes du Lazaret. Hein, là-bas, vous connaissez, à côté du Mucem, hein, ce qu'on appelle le Lazaret. Voilà, hein. Donc, les crimes du Lazaret. On a exterminé là les survivants corses. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur qu'il remonte encore un coup d'État pour remettre un frère de Napoléon qui était parti se réfugier aux États-Unis et qui revienne. On avait peur on ne savait pas encore que Murat avait été assassiné en Calabre, là-bas en Italie. D'accord ? Donc il fallait en zigouiller. Oui, on fait une petite épuration comme en 1944 avec les collabos, ouais, les femmes qu'on a tenues. On fait une épuration, on zigouille. Ça laisse des rancœurs. Et donc j'ai écrit là-dessus un peu, hein, sur ce truc-là, sur ce raccord entre le passé et le présent. Et à tel point que, pour ceux qui l'ont lu le livre, bon, il y a eu une guerre du Fiumorbe, cette fameuse guerre à Prunelle et des Fiumorbe et Isolach, où, si vous voulez, on a levé une armée de 2500 à 3000 Corses volontaires pour aller combattre ces 2 villages qui refusaient de payer l'impôt et tout un tas de choses. D'accord ? Et on envoie ces gens-là. Bien entendu, les 2 villages en haut, ils ont gagné, les autres, ils sont repartis, ils étaient... Enfin, ceux qui ont pu repartir. Hein,
les 2 villages, on ne pouvait pas les prendre. Aujourd'hui, avec l'aviation, oui, à l'époque, non. D'accord, on ne peut pas monter. C'est impossible. Et surtout que le curé il a appris aux femmes à tirer au fusil, y compris à ses ancêtres, donc méfiez-vous. Ah oui, eh oui, le livre il n'est pas écrit pour elle. Le deuxième est écrit pour mes belles-sœurs et ma femme. Hein. C'est vraiment c'est la grosse déconnade dans le film. Bon, sauf qu'elles n'ont pas le sens de l'humour. Bon, et ce qui se passe, c'est que, et c'est ça qui est rigolo, c'est que le mec qui a fait, il y a un mec qui a fait un livre il y a 5-6 ans, et qui fait une conférence en mairie d'Isolach, non de Prunel et du Fiumorbe. Il fait une conférence sur les livres qu'il a écrits, sur cette guerre du Fiumorbe et tout, où il serait question notamment du commandant Poli, qui aurait conservé le trésor de Murat, le roi de Rome, le beau-frère de Napoléon. Hein, on est d'accord, puisqu'il était marié avec Caroline, qui s'appelait en réalité, pour de bon, Maria Annunziata. Hein. Donc, et là, il fait sa conférence, comme moi maintenant avec vous, tranquille, avec des diapos, des machins. Et à la fin, prendre l'apéro. Et à la fin de l'apéro, il y a 3 ou 4 petits vieux du village qui vont le voir et qui font « Oh petit, tu sais, nous des informations, t'en en aurais donné, parce qu'à la maison, on a encore des trucs. » Parce que 1815, 2010, 2012, ça fait quoi? Ça fait moins de 2 siècles. Comme ils vivent vieux là-bas, ils ont tous 90 ans, ils ne veulent pas mourir, les jeunes ils meurent de la route, mais les jeux vieux non. En 3 générations, vous êtes sur l'ancêtre qui a participé au truc. Donc le passé et le présent, c'est ce mélange, hein, à chaque instant, on en tire des conséquences. Voilà. Le bateau qui est sur la couverture, ici l'épave de bateau, existe pour de bon. Hein, c'est une photo de madame, l'année où j'ai sorti le livre. Ce bateau a réellement été coulé. Non, ça, c'est une illustre inconnue. Et alors, je vous jure qu'il n'y a pas tromperie dans la marchandise, c'est une illustre inconnue qui a été réellement photographiée sur la plage de Calzarello. J'avais l'appareil photo depuis 8 jours, je la vois se lever et j'ai fait POUM. Une photo. 60 ou 70 mètres à peu près. On y a enlevé Bianca lui a enlevé le tatouage dans le dos pour pas qu'elle se reconnaisse, parce qu'il y avait un tatouage comme ça, je ne sais pas si c'est un tatouage éphémère ou un véritable. On y a enlevé le tatouage. Mais donc c'est pour ça que ce bateau a été quand même coulé, mais pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je rappelle, a été coulé en 1983 par la Marine nationale, puisqu'il a été tiré par les avions de chasse et les super-étendards de la base de Hyères, au canon de 32 mm, et il a été immédiatement... Bon, c'est vrai qu'on a dû dire « viens là », soi-disant qu'il est arrivé là parce qu'il tournait en rond parce qu'on lui avait cassé le gouvernail. C'est possible, hein, parce que vu les tirs au canon qu'il a pris, et surtout l'arrière de la coque, on voyait les trous, nous on allait se baigner, on voyait les trous des balais, les trous des obus. Quand ils avaient, elle avait 6 mois, et Arnaud il avait 2 ans et demi, 3 ans, hein, quand on est à la plage, pendant les vacances. Parce que le bateau n'était pas comme ça, hein, il s'est enfoncé dans le sable en 30 ans. Hein, et donc ce bateau était déchargé dans la nuit, c'est-à-dire cordon de gendarmerie, personne n'approche, la Légion étrangère qui arrive, et il est à 300 mètres à peu près, ou 500 mètres, de la base aérienne de Solenzara. Donc à la limite, ils auraient voulu, je pense, le faire échouer sur la base aérienne pour vite le décharger. Bon, moi j'ai greffé mon histoire là-dessus. Hein, mais il faut quand même savoir que c'est vrai ce qu'il dit dans le livre, c'est-à-dire que 6 mois avant, les services secrets israéliens en ont fait couler un, juste à la sortie des bouches Bonifacio. Ils sont montés à bord, ils ont tué l'équipage, ils ont mis les charges, ils ont fait couler le bateau. Pendant 5 ans, on a remonté du poisson mort. Les pêcheurs ont ramené du poisson mort, empoisonné par le cyanure et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on devait livrer à Saddam Hussein pour faire des armes de destruction massive. C'est à cette époque qu'on les a eu, les armes. C'est pas quand les Américains les cherchaient en 2003. Hein. Et là aussi, on a le deuxième cargo. Parce que comme en plus les écolos ils se sont mis dessus en disant mais c'est un scandale, maintenant vous coulez le cargo, ça tue les poissons, ça fait des dangers pour la navigation, arrêtez de faire les cons. Alors le deuxième, on l'a chopé là. Et c'est la marine française qui s'y est collée. D'accord. On avait parlé à la télé un petit peu. Oui, oui, le livre est vrai. Hein. Parce que... Tu nous livres des informations très intéressantes. Il faut quand même savoir qu'on parle beaucoup du nucléaire iranien et irakien. Si on se fait vraiment ami avec l'Iran, comme il était question il y a 1 an et demi,
il faut leur filer cash 4,5 milliards d'euros pour leur rembourser les centrales nucléaires que Giscard et Chirac leur ont vendues et qu'on leur a jamais livrées. Hein. Avec Saddam Hussein, c'est pas pareil. Hein, parce qu'avec Saddam Hussein, on avait fait pire. On lui avait vendu un réacteur expérimental. C'est-à-dire un réacteur pour pouvoir faire des expériences nucléaires pour que les Irakiens apprennent et deviennent de plus en plus bons au niveau nucléaire tout seuls. Et les Américains devaient leur fournir les ingénieurs pour les aider à se former avec le réacteur qu'on leur vendait nous. Je vous rappelle que les services secrets israéliens sont venus à la Seine-sur-Mer plastiquer le réacteur en construction. Hein. Moi, j'en ai toujours les images. Quand j'ai écrit le livre, les images me sont revenues. Je revenais juste du service militaire, on avait la télé déjà, donc en 77-78, et pendant 3 jours, ça fumait, les hangars étaient poutrés à l'eau tordue, on a liquidé. Ok. Voilà. Bon, mais écoute, on te remercie. Hein. Alors, je vous présente quand même le tome, vous avez connu le 3. Tu peux récupérer. Non, je peux vous les garder si vous voulez. Et je vous présente le 4, quand même, au moins que vous le voyez. Le syndrome du Limousin. Voilà. Qui lui se passe dans le milieu un peu des écolos. Alors j'ai fait une erreur, je suis très triste. Je suis déçu, pas triste. Plus que déçu. J'ai fait cette photo, cette couverture. J'ai dit, quand ils vont voir le manifestant Anonymous avec Rémi, ils vont faire le rapport avec Rémi Fraisse, le militant qui a pris la grenade dans le sac à dos. Et il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter, notamment des jeunes. Eh bien, en contact spontané, c'est-à-dire le livre comme ça, les gens qui passent. J'ai fait des 8 ou 10 ventes en librairie et autres. J'en ai vendu 2. En contact spontané. À une jeune écolo qui, quand elle a vu ça, elle a fait titre, elle a dit je le prends. J'ai dit vous lisez Roman d'espionnage, elle m'a dit non mais je vais le lire quand même. Tac. Et une femme proviseur. Et si j'ai su qu'elle était proviseur, je ne vendais pas. Hein, bon, voilà. C'est là j'ai loupé la couverture. J'aurais dû mettre une femme à poil. Moi je vous le dis. Pourquoi j'ai mis une femme clown? Alors que vous savez que dans le monde entier actuellement, tous les écolos pacifistes se déguisent en clown gentils pour aller aux manifestations. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que la CIA a lancé aux États-Unis et un peu en France les clowns sataniques, pour faire peur aux gens des clowns, pour essayer de faire passer un arrêté interdisant de se promener dans la rue habillé en clown. D'accord? Voilà. Puisque les clowns font plus peur que tout le monde actuellement parmi les manifestants, les pacifistes font toujours plus peur que les autres. Martin Luther King était pacifiste, il est mort assassiné. Quand Malcolm X est devenu pacifiste, il s'est fait assassiner. Jean Jaurès était pacifiste, il s'est fait assassiner. Les ordures vivent plus longtemps que les pacifistes.